Alors, bonjour. Aujourd'hui, on continue le chapitre 4. On est dans la section de l'espace colonne, l'espace ligne et le noyau de la matrice, d'une matrice A. Donc, l'idée ici est la suivante. Étant donné une matrice A quelconque, A c'est une matrice M par N quelconque, donc M ligne et N colonne. Donc, la matrice A, je l'écris comme ça, A11, A12, ainsi de suite, jusqu'à AMN. Il y a trois choses qu'on peut définir. Il y a trois espaces vectoriels associés à cette matrice A. Donc, étant donné n'importe quelle matrice, de n'importe quel format, on peut associer automatiquement trois espaces vectoriels à cette matrice. Le premier espace vectoriel s'appelle l'espace colonne de la matrice A. L'espace colonne noté col A. Et ça, c'est défini comme étant l'enveloppe linéaire des vecteurs colonnes. C'est-à-dire, je regarde chaque colonne de la matrice. Chacune de ces colonnes est un vecteur ayant M composantes. Donc, chacune de ces vecteurs, je peux le regarder comme un vecteur dont Rm, n'est-ce pas? Donc, je prends tous les vecteurs. Combien de vecteurs colonnes? On a n vecteurs colonnes. Je prends ces vecteurs colonnes. Chacun de ces vecteurs est un vecteur dont Rm. Et je prends leur enveloppe linéaire, okay? Leur span, c'est-à-dire la collection de toutes les combinaisons linéaires possibles de ces colonnes, comme vecteurs dont Rm. Donc, je prends le span. Ça, c'est un sous-espace de Rm. Le span de ces colonnes s'appelle l'espace colonne. Donc, c'est un sous-espace de Rm, M étant le nombre de lignes de la matrice A. De même, on peut prendre les lignes de la matrice. Donc, prenez chaque ligne de la matrice. Chacune de ces lignes, je peux le regarder comme un vecteur ayant n composantes. N étant le nombre de colonnes, n'est-ce pas? Donc, chacune de ces lignes est un vecteur dont Rn, et je peux former alors leur span, leur enveloppe linéaire dans Rn, la collection de toutes les combinaisons linéaires dans Rn. Ça s'appelle l'espace ligne. Donc, ce sont des définitions à savoir. L'espace ligne, c'est le span des vecteurs lignes. L'espace colonne, c'est le span des vecteurs colonnes. Right? Puis, on définit aussi une notion importante qui s'appelle le noyau. Le noyau, c'est le sous-espace de Rn, n étant le nombre des colonnes, qui consiste en toutes les solutions du système homogène associé à la matrice A. Donc, je prends la matrice A, j'augmente la matrice A avec la colonne nulle, j'obtiens ainsi un système homogène, système linéaire homogène. L'ensemble des solutions de ce système homogène, ça s'appelle le noyau de A. C'est un sous-espace de Rn. Donc, c'est la collection de tous les vecteurs x dans Rn, tel que la matrice A fois x donne 0. Pour trouver l'espace noyau, pour trouver le noyau, il faut résoudre le système homogène dont A est la matrice des coefficients. Right? L'ensemble des solutions de ce système homogène dont A est la matrice des coefficients, cet ensemble est un sous-espace vectoriel de Rn qui s'appelle le noyau. Alors, une question très classique qu'on pose naturellement, c'est, étant donné une matrice A comme celle-là, ça c'est une matrice 4 par 7, ça c'est une matrice 4 par 7, 4 lignes et 7 colonnes, et on vous demande tout de suite, trouver une base de l'espace colonne, une base de l'espace ligne, une base du noyau de la matrice A. Okay? Et la dimension de chacun de ces sous-espaces. Mais une fois qu'on trouve la base, la dimension s'ensuit automatiquement, c'est le nombre des vecteurs dans la base. Right? Donc, on peut faire toutes ces choses en un seul coup, en réduisant la matrice à la forme échelonnée réduite. Donc, je prends ma matrice A et je la réduis à la forme échelonnée réduite. Donc là, voilà. Ça, c'est ma matrice A originale. Et je fais le calcul. Je ne veux pas perdre le temps ici à faire les calculs. Faites-le vous-même. Réduisez cette matrice à la forme échelonnée réduite. Vous trouvez cette forme. Donc, ça, c'est la forme échelonnée réduite de cette matrice. Je pense qu'en Brightspace, je donne cette matrice, mais le système donne une matrice complètement différente pour la forme échelonnée. Donc là, ça, c'est la bonne réponse ici. Donc, ça, c'est ma matrice A que je vous donne normalement. Je vous demande, trouver une base de l'espace colonne, trouver une base de l'espace ligne, trouver une base de noyau et la dimension de chacun de ces sous-espaces. Okay? Donc, la première chose à faire, c'est de prendre la matrice et de la ramener à la forme échelonnée réduite. Right? Ça, c'est la forme échelonnée réduite. Donc, ça prend un peu de temps. Maintenant, je regarde les pivots. Donc, il y a un pivot ici, il y a un pivot ici, puis il y a un pivot ici. Right? Pour l'espace colonne, donc pour l'espace colonne de A, right? Donc, ça, c'est le span de toutes les vecteurs colonnes.
Mais regardez, le fait que j'ai rang 3 ici, 1, 2, 3, ça me dit que le span, oui, c'est vrai que le span de ces 7 colonnes, mais je n'ai pas besoin de toutes ces 7 colonnes parce qu'il y en a certainement quelques-unes de ces colonnes qui sont des combinaisons linéaires des autres. Je peux les enlever du span. Pour trouver une base du span, je regarde la forme échelon réduite, et je détermine le colonne qui contient des pivots. Alors, la première colonne, la troisième colonne, et puis la septième colonne. Donc, la première colonne, la troisième colonne, la septième colonne de la matrice échelon réduite contiennent des pivots. Je reviens à la matrice A, je reviens à la matrice originale A, et je prends les colonnes correspondantes. All right? Donc, prenez pas ces colonnes dans cette forme échelonnée. Revenez toujours pour l'espace colonne, revenez toujours à la matrice originale. Donc, prenez les colonnes correspondantes. La première colonne, c'est-à-dire 1, moins 2, moins 1, 1. Ensuite, la troisième colonne ici dans la matrice originale. Donc, 1, moins 1, 0, 2. Et puis, la septième colonne, parce que la septième colonne ici contient un pivot, c'est-à-dire 1, 0, 1, 4. All right? Donc, ça, c'est la base. Alors, ça, c'est la base. Ces trois vecteurs forment une base de l'espace colonne. Okay, je répète. Je prends la matrice A, je transforme la matrice A sur la forme échelonnée réduite, je localise, je regarde les colonnes de la forme échelonnée réduite qui contiennent des pivots. Une fois que je les localise dans la forme échelonnée, je retourne à la matrice originale et je prends les colonnes correspondantes. Dans ce cas, c'est les colonnes 1, 3 et 7. Donc, première, troisième et septième colonne. Ces trois colonnes ici forment une base de l'espace colonne. All right? Donc, voici la base. La base est formée de 3 colonnes seulement. Et le théorème qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de vérifier ici qu'il s'agit d'une base. Automatiquement, si on fait cette procédure, on passe à la matrice échelonnée réduite et on localise les colonnes pivotes dans la matrice originale. Automatiquement, ce qu'on obtient est une base. Vous n'avez pas besoin de vérifier ça. Ça, c'est déjà établi comme un théorème. Et la dimension de l'espace colonne de A, dans ce cas, c'est juste 3, parce qu'il y a 1, 2, 3 vecteurs dans la base. Right? Remarquez que le rang ici, c'est 3. Donc, la dimension de l'espace colonne, c'est la même chose que le rang de la matrice A, le nombre de pivots dans une forme échelonnée de la matrice A. Right? Pour l'espace ligne, on a un peu plus de flexibilité. Pourquoi on a un peu plus de flexibilité? Parce que le passage de la matrice A à la forme échelonnée, ça se fait par opération élémentaire sur les lignes, right? Pas sur les colonnes. Pas sur les colonnes. C'est pourquoi il faut revenir, pour l'espace colonne, il faut revenir à la matrice originale A. Et on ne prend pas les colonnes dans la forme échelonnée ici. Donc, pour l'espace ligne, qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde maintenant les lignes dans la forme échelonnée, les lignes de la forme échelonnée, dans cette forme ici, qui contiennent des pivots. Donc, la première ligne contient un pivot, la deuxième ligne contient un pivot, la troisième ligne contient un pivot. C'est-à-dire, je regarde dans la forme échelonnée toutes les lignes non nulles. Toutes les lignes non nulles. Ces lignes non nulles forment une base. Aussi, j'ai la flexibilité de prendre les lignes correspondantes dans la matrice originale, comme je veux ici. Les deux sont corrects. Ce n'est pas la même chose avec l'espace colonne. Avec l'espace colonne, je regarde des colonnes qui contiennent des pivots, mais je dois revenir à la matrice originale. Pour l'espace ligne, je prends soit les lignes non nulles dans la forme échelonnée ou les lignes correspondantes dans la matrice originale. Les deux sont corrects. Alors ici, une base, donc base de l'espace ligne, je peux la former comme étant les trois lignes non nulles de la matrice échelonnée, c'est-à-dire 1, 2, 0, moins 3, 0, 1, 0. C'est la première ligne de la matrice de la forme échelonnée. Ensuite, 0, 0, 1, 2, 1, moins 1, 0. Et puis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ça forme une base. Ça forme une base de l'espace ligne. Ces trois vecteurs forment une base de l'espace ligne. C'est-à-dire, l'espace ligne, c'est le span de ces vecteurs, comme vous voulez. Et comme vous remarquez aussi, la dimension de l'espace ligne, c'est aussi 3. Donc, c'est le rang de la matrice. Donc, la dimension de l'espace ligne de A, c'est 3. C'est toujours le cas. La dimension de l'espace ligne, c'est la même chose que la dimension de l'espace colonne. C'est la même chose que le rang de la matrice pour n'importe quelle matrice. Right? Aussi, ici, j'aurais pu dire que la base de la matrice, la base de l'espace colonne de A
et je peux revenir à la matrice originale ici. Oups. Donc, je peux revenir à la matrice originale et prendre les lignes correspondantes de la matrice originale, donc, comme vous voulez. Donc, j'aurais pu ici retourner à la matrice originale et prendre la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Ces trois vecteurs aussi forment une base de l'espace ligne. Donc, les deux réponses sont correctes pour l'espace ligne. Mais pour l'espace colonne, je n'ai pas le choix. Je dois toujours retourner à la forme, à la matrice originale. Donc, bref, la dimension de l'espace ligne, c'est la même chose que la dimension de l'espace colonne, c'est la même chose que le rang de la matrice. Maintenant, pour le noyau, qu'est-ce que je fais pour le noyau? Regardez, ça, c'est la forme échelonnée de la matrice. Alors, qu'est-ce que je fais avec la forme échelonnée? Je dois résoudre le système homogène correspondant. Donc, je veux continuer ici. Je vais effacer tout ça. Donc, pour la forme échelonnée, qu'est-ce que je fais? Je regarde, pour le noyau, je dois résoudre le système homogène qui correspond à la matrice. C'est-à-dire, j'augmente la forme échelonnée que j'ai trouvée par la matrice nulle, par la colonne nulle, et je résous le système. Je répète, pour le noyau, je résous le système homogène dans la matrice A et la matrice des coefficients. C'est-à-dire, je peux prendre cette forme échelonnée ici, que je viens de trouver, et j'augmente ça par la colonne nulle. Donc, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, moins 3, 2, 0, 0, puis 0, 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ça, c'est la forme échelonnée. Et j'augmente ça par la colonne nulle. Pourquoi par la colonne nulle? Parce que c'est la définition du noyau. C'est l'ensemble des solutions du système homogène correspondant. Donc, il faut mettre des zéros ici. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'écrire la solution générale. Écrire la solution générale. Parce que le noyau, par définition, c'est la collection des vecteurs solutions du système homogène en x égale à 0. Alright? Donc, il faut écrire la solution générale ici de ce système homogène. Regardez, on sait quoi faire. Les pivots sont ici. Les pivots sont ici. Comment j'écris la solution générale? Les colonnes qui ne contiennent pas de pivots sont des paramètres. C'est-à-dire, cette colonne n'a pas un pivot, ça c'est x2. Donc, x2 égale à s. Cette colonne n'est pas un pivot, ça c'est x4 égale à t. Puis, cette colonne n'a pas un pivot ici, ça c'est x5 égale à u, disons. Puis, cette colonne ici n'a pas un pivot, ça c'est x6 égale à v. Il y a trois paramètres dans ce système. Les colonnes qui ne contiennent pas des pivots sont essentiellement les variables libres ou bien les paramètres. Comment maintenant je résous les autres variables en fonction de S, T, U et V? Je n'ai qu'à lire chacune de ces équations. La première équation se lit comme x1 plus 2x2 moins 3x4 plus x6 égale à 0. C'est-à-dire x1 égale à moins 2s plus 3t et donc ça c'est 1, 2, 3, 4, donc ça c'est t. Ensuite, moins cette variable qui est 5, c'est-à-dire u. La deuxième ligne, comment je peux lire la deuxième ligne? Okay, donc j'efface ça. Alors, la deuxième ligne se lit comme x2 égale, si on lit ça bien, moins 2x4, c'est-à-dire moins 2t, moins x5, c'est-à-dire moins u, et plus x6, c'est-à-dire plus v. Ouais. Donc, juste pour être sûr ici, x1, c'est quoi? x1, c'est moins 2x2, c'est-à-dire moins 2s, plus 3x4, c'est-à-dire plus 3t, et moins x6. En fait, moins x6, donc ça devrait être un v ici. Donc, ça, c'est un v. Le u, c'est juste x5. Donc, ça, c'est un v. Et finalement, la troisième ligne non nulle se lit comme x7
égale à 0, n'est-ce pas? Et quelle est la solution générale alors de ce système? La solution générale s'écrit, c'est justement le noyau. Donc, le noyau de A, c'est la collection des solutions, c'est l'ensemble des solutions. Alors, comment je peux écrire le noyau de A maintenant? Donc, ker A, c'est égal à l'ensemble des solutions. Les solutions ici sont x1, x2 jusqu'à x7. x1, c'est moins 2s plus 3t moins v. x2, c'est juste s. x3, en fait, ça, c'était x3 ici. Ça, c'est x3 ici. Donc, x3, c'est moins 2t moins u plus v. x4, c'est t. x5, c'est u. Puis, ça. x5, c'est u. x6, c'est v. x7, c'est 0. Ça, c'est la solution générale telle que S, T, U, V sont des nombres réels, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le noyau par définition. C'est l'ensemble des solutions générales du système homogène. Mais ça, je peux l'écrire comme étant S fois moins 2, 1, 0, 0, 0, 0, plus T fois le coefficient de T, c'est 3, 0, moins 2, 1, 0, 0. Ensuite, U fois le coefficient de U, c'est 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, plus le coefficient de V, V fois moins 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, n'est-ce pas? Tel que, bien sûr, tel que S, T, U et V, tel que S, T, U et V sont dans R. Mais comment j'appelle ça? Une combinaison linéaire de ces 4 vecteurs, ça, c'est le span de ces 4 vecteurs. Donc, vecteur V1, vecteur V2, vecteur V3, vecteur V4. Et ces 4 vecteurs vont être linéairement indépendants automatiquement. Il y a un théorème qui dit ça. Et voici une base alors. Alors, ces 4 vecteurs forment une base du noyau. Ça, c'est la base du noyau de ker A. Et la dimension de ker A, comme la base contient 4 vecteurs, c'est juste 4. Okay? Remarquez que le noyau la dimension du noyau, c'est 4, c'est 7 moins 3, n'est-ce pas? 3 étant le rang et 7 étant le nombre des colonnes. Donc, en général, la dimension du noyau de A, la dimension de ker A, c'est n moins le rang de la matrice A et n étant le nombre de colonnes de la matrice A. Donc, bref, résumé. Je vous donne une matrice A, m par n quelconque. Je vous demande de trouver une base de l'espace colonne, l'espace ligne et du noyau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la matrice A, la ramener à la forme échelonnée réduite. Et comme ça, vous pouvez répondre à toutes ces questions en même temps. Alors, dans la forme échelonnée réduite, localisez les colonnes qui contiennent des pivots. Regardez les colonnes qui contiennent des pivots. Alors, revenez à la matrice originale et prendre les colonnes correspondantes dans la matrice originale. Ces colonnes correspondantes dans la matrice originale forment une base de l'espace colonne. Pour l'espace ligne, prenez les lignes non nulles dans la forme échelonnée réduite. Ces lignes non nulles forment une base de l'espace ligne. Okay? Pour le noyau de la matrice, il faut résoudre le système homogène AX égale à 0. C'est-à-dire, prenez la matrice A, la forme échelonnée de A que vous avez trouvée, augmentez cette forme échelonnée par la colonne nulle et écrire la solution générale. Parce que, par définition, le noyau, c'est l'ensemble des solutions générales ou bien la collection des solutions du système homogène ayant A comme matrice des coefficients. Une fois qu'on écrit la solution générale, je peux trouver une base exactement comme je fais dans cet exemple. Right? Et la dimension de l'espace colonne, c'est le rang de la matrice. La dimension de l'espace ligne, c'est le rang de la matrice, même chose. Et la dimension du noyau de A, c'est n moins le rang, n étant le nombre de colonnes. Okay? Donc, c'est une procédure très, très simple. Si je vous demande tout simplement, trouvez-moi la dimension de l'espace colonne, c'est comme si je demande de trouver le rang de la matrice. C'est la même chose. Ou si je vous demande de trouver la dimension de l'espace ligne, c'est aussi le rang de la matrice. Si je vous demande de trouver simplement la dimension de l'espace du noyau de A, c'est n, le nombre de colonnes, moins le rang de la matrice.
Une autre situation, on peut appliquer tout ça. Je vous donne 4 matrices ou bien 4 vecteurs comme ça. V1 égale à 1, moins 1, 2, 0. V3 égale, V2 égale, disons 2, moins 2, 4, 0. V3 égale à 1, 0, 1, 0. Et puis V4 égale à, disons, 2, moins 1, 3. Et supposons que ça, c'est ici. On va changer ça un peu à 1. Et ici, on va écrire 1. Donc, voici 4 vecteurs dans R4. Voici 4 vecteurs dans R4. Et je prends U comme étant leur enveloppe linéaire. Donc, V1, V2, V3, V4. Right? Donc, je considère 4 vecteurs dans R4. Je prends l'enveloppe linéaire de ces 4 vecteurs. Je vous demande, trouver une base de U. Trouver une base de U et formée par un sous-ensemble de cet ensemble. V1, V2, V3, V4. All right? Donc, la question est très simple. Je vous donne 4 vecteurs dans R4 et je prends leur enveloppe linéaire. Je vous demande, ça c'est un sous-espace, ça c'est un sous-espace de R4. All right? Trouver une base de ce sous-espace, mais pas n'importe quelle base. Je veux une base qui est formée par un sous-ensemble de ces 4 vecteurs. Il est possible que ces 4 vecteurs forment une base de U, s'ils sont linéairement indépendants. Il est possible que une partie de ces vecteurs forme une base. Right? On va voir. Mais comment je peux voir ça tout simplement? Regardez, U, c'est le span de V1, V2, V3, V4. Si j'écris V1, V2, V3 et V4 comme des colonnes, alors là, je trouve la matrice A. Donc, prenez le premier vecteur, écrivez-le comme une colonne, le deuxième comme une colonne, 1, 0, 1, 1, puis 2, moins 1, 3, 1. Donc, écrivez chaque vecteur comme une colonne. Que devient U alors? U, c'est le span. U, c'est le span des colonnes de cette matrice. U, donc ça, c'est la matrice A. U, c'est le span des colonnes de cette matrice A. Donc, par définition, U, c'est l'espace colonne de A. Donc, U, c'est l'espace colonne de A. Right? Donc, trouver une base de U revient à trouver une base de l'espace colonne de A. N'est-ce pas? Parce que U, par définition, c'est l'enveloppe linéaire des colonnes de cette matrice. Donc, pour répondre à cette question, je n'ai qu'à trouver une base de l'espace colonne de A. Et je sais comment trouver une base de l'espace colonne de A. Donc, je réduis la matrice A à la forme échelonnée réduite, si vous voulez. 2, 0, moins 1, 2, 4, 1, 3. Donc, juste pour l'espace colonne ou l'espace ligne, je n'ai pas besoin de la forme échelonnée réduite. C'est juste pour le noyau que j'ai besoin de la forme échelonnée réduite parce que j'ai besoin d'écrire la solution. Mais pour l'espace colonne et l'espace ligne, il me suffit de trouver une forme échelonnée seulement. Right? Parce que tout ce que j'ai besoin, c'est juste le rang. Tout ce que j'ai besoin, c'est de trouver les colonnes qui contiennent des pivots. Alors, si je réduis ça à la forme échelonnée, par exemple, ici, je trouve 1, 2, 1, 2. J'ajoute les deux premières lignes, 0, 0, 1 et 1. Ensuite, je multiplie la première ligne par moins 2 et j'ajoute à la troisième 0, 0, moins 1 et moins 1, puis 0, 0, 1, 1. Je trouve ça. Ensuite, j'ai le pivot ici, donc j'ajoute ligne 2 à la ligne 3. Je trouve 1, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 1. J'ajoute ligne 2 à la ligne 3, je trouve 0, 0, 0, 0. J'ajoute moins ligne 2 à la ligne 4, je trouve aussi une ligne nulle à la fin. OK. Je n'ai pas besoin de la forme échelonnée réduite ici, comme je cherche seulement l'espace colonne. Tout ce qu'il me faut, c'est localiser les pivots. Où est-ce qu'ils sont les pivots? Ça, c'est un pivot. Ça, c'est un pivot. Right? Ces pivots se trouvent à la première et troisième colonne. Donc, je reviens ici à la matrice originale. Je prends la première et la troisième colonne dans la matrice originale. Et là, ces deux colonnes me donnent la base. Donc, une base de l'espace colonne de A, c'est formé par 1, moins 1, 2, 0, puis 1, 0, 1, 1. Et donc, ça, c'est la base de l'espace colonne.
Et la dimension de U, c'est justement 2 parce qu'il y a juste 2 vecteurs dans cette base. Mais écoutez, que veut dire tout ceci? Que veut dire tout ceci? J'ai pris 4 vecteurs, n'est-ce pas? J'ai pris 4 vecteurs dans R4. Comment ça se fait que la dimension est 2? La raison, c'est que, oui, je prends le span de ces 4 vecteurs, mais ces 4 vecteurs ne sont pas linéairement indépendants. Il y en a quelques-uns qui sont des combinaisons linéaires des autres. C'est pourquoi j'ai pu éliminer 2 parmi ces 4. Il me reste 2 seulement qui sont linéairement indépendants. Right? Alors, par exemple, regardez ce vecteur V2. Le vecteur V2, c'est 2 fois le vecteur V1. Multiplier ce vecteur V1 par 2, donc c'est 2 fois vecteur V1. C'est-à-dire, comme V2 est une combinaison linéaire des autres, c'est 2 fois V1 plus 0 fois V3 plus 0 fois V4. Je peux enlever V2 du span sans changer le span. Lorsqu'un vecteur est une combinaison linéaire des autres, je peux l'enlever du span sans changer le span. Même chose, si je regarde V4, V4, c'est la somme de V1 et V3. Ajoutez V1 et V3, vous trouvez V4. Donc, V4 est une combinaison linéaire des autres. Je peux l'enlever du span. C'est pourquoi il me reste seulement V1 et V3 dans la base. Okay? C'est vrai que j'ai commencé avec 4 vecteurs. Lorsque je prends leur enveloppe linéaire, il est possible qu'un de ces vecteurs est une combinaison linéaire des autres. Je peux l'enlever, et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi ici, la dimension de l'espace colonne, c'est 2. C'est 2. Et n'oubliez pas que l'espace colonne, dans ce cas, c'est un sous-espace de R4. Et on s'attend à ce que la dimension soit inférieure à 4 ou égale à 4, n'est-ce pas? Parce que c'est un sous-espace, ce n'est pas R4 au complet. Right? Donc ça, c'est l'histoire de l'espace colonne, l'espace ligne, puis le noyau d'une matrice.